Variant Omicron confirmé en Ile-de-France, l'agence régionale de santé a été informée mercredi d'un résultat positif par séquençage du variant Omicron chez une personne résidant dans la région. Elle a été dépistée à son retour d'un voyage au Nigeria. L'entourage a été testé et placé à l'isolement. Je le disais, nous recevons donc Monsieur Christian Vello. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas tout à l'heure au début de l'émission, que vous êtes titulaire d'un doctorat de sciences biologiques et médicales. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Saclay et vous êtes plus précisément sur le centre scientifique d'Orsay que vous dirigez. Vous dirigez une équipe de recherche. Oui. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une pensée manifestement qui n'est pas consensuelle. Et vous exprimez parfois sur YouTube, vos vidéos sont censurées, et notamment depuis l'année dernière, puisque vous avez eu un conflit avec Alain Fischer, qui aujourd'hui est le grand maître de la vaccination en France, puisque dans votre rapport d'expertise que vous avez produit, vous dites qu'il existe un risque particulier lié au vaccin génétique, celui de favoriser l'apparition de virus recombinants. En fait, on se vaccine tous et le virus mute. C'est ça que vous dites ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle un virus recombinant, c'est un virus dont le matériel génétique est un mélange de deux matériels génétiques de deux virus parentaux. Pour que ça arrive, ce genre de choses, il faut être co-infecté par deux virus, ce qui est peu probable et fort heureusement. Dès lors que l'on vaccine massivement avec du matériel génétique, c'est le cas des vaccins génétiques, notamment des vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNTech ou Moderna, on injecte volontairement un morceau du matériel génétique du virus qui code la fameuse protéine Spike contre laquelle on essaie de faire produire donc des anticorps. Dès lors qu'on injecte massivement ce matériel génétique volontairement, il suffit d'une co-infection par un seul virus infectant pour qu'il y ait des risques de recombinaison. Il ne faut pas oublier que les coronavirus sont les champions de la recombinaison. Leur principal moyen d'échapper au système immunitaire, c'est pas la mutation, c'est la recombinaison. Donc c'est un risque à prendre en considération. Alors on me dit souvent, oui, mais... Et qu'est-ce que ça peut faire au fond qu'il mute ? À partir du moment où on favorise... S'il n'est pas plus grave, il mute, mais bon... À partir du moment où on favorise la génération de variants, quels qu'ils soient, que ce soit des mutations ou des recombinaisons, ça peut être des variants qui sont pas méchants, comme le Omicron, par exemple. Il n'a pas l'air très méchant. On est en train de faire une psychose là-dessus, mais le problème, c'est qu'on peut peut-être avoir des variants beaucoup plus méchants. Donc, le problème... Et peut-être, mais c'est pas sûr. Oui, sûr. peut-être. Alors, on nous dit, effectivement, il y a des collègues qui m'ont dit, mais Christian, la probabilité que ça arrive, il faut quand même que l'ARN vaccinal rencontre un virus infectant, il faut que la personne qui se fait vacciner soit déjà infectée, etc. C'est la même chance que de gagner au loto. Peut-être. Sauf que quand on a 10 personnes qui jouent au loto, personne ne gagne. Mais quand on a des millions de personnes qui jouent au loto, parfois on a un gagnant. Et la différence avec le loto, c'est que celui qui gagne, il n'y a que lui qui est riche. Alors que celui qui va gagner le virus recombinant, si celui-ci est très méchant, il va échapper au système immunitaire. Et par rapport à ce que vous disiez il y a un an, vous trouvez qu'aujourd'hui, vous dites c'est pas très grave ? Au fond, ou ce que vous avez écrit il y a un an, vous le réécririez aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas de conséquences. Il y a des mutations, mais il n'y a pas de conséquences. Moi, je suis un scientifique. J'essaye de comprendre, je suis sûr, c'est pas facile même. Non, mais votre question est tout à fait pertinente. Je suis un scientifique, et donc ce qui doit habiter le scientifique, c'est le doute. Donc je n'ai jamais dit que ça allait se produire, tout comme je n'ai jamais dit que mon voisin allait gagner au loto. Donc j'espère même profondément, et je le dis depuis le début, que ça ne se produira pas. Des variants, il va y en avoir. Et il n'y aura pas assez de lettres dans l'alphabet grec, c'est clair. Sauf que si la plupart des variants sont comme Omicron, moins méchants que la souche d'origine, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est qu'un jour, le risque, c'est de faire éveiller... À cause de l'ARN messager, selon vous ? En tout cas, ça serait lui le responsable, j'ai bien compris. Voilà, en tout cas, il peut favoriser l'apparition... Alors qu'un vaccin classique, non. Mais donc c'est un risque qu'il faut... Un vaccin classique, non. Oui. Mais alors si c'est un vaccin, éventuellement un vaccin atténué, mais là, il n'y en a pas dans le cas de la Covid. Mais si c'est un vaccin vivant et inactivé, non, il n'y a pas ce risque-là, parce qu'il n'injecte pas son matériel génétique dans ce cas-là. Pour que je vous comprenne bien, vous êtes vacciné ? Moi, je ne suis vacciné contre plein de choses, mais pas contre le Covid. Pourquoi ? Bien parce que, alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je considère que je ne fais pas partie des personnes à risque. Je suis en bonne santé, a priori. Je pensais comme vous, moi, mais j'y suis quand même allé. J'étais obligé parce que pourquoi. J'entrais nulle part. Mais je suis à 100% d'accord avec ce que j'entends. Je réponds à votre question. Précisément, je ne suis pas vacciné parce que je considère qu'il est de la responsabilité collective des personnes qui ne sont pas vulnérables vis-à-vis des vaccins de ne pas
se faire vacciner. Aujourd'hui, on nous dit les personnes qui se font pas vacciner sont des égoïstes qui ne pensent pas à la collectivité. Je pense d'abord que ceux qui se font vacciner ne le font pas forcément par intérêt collectif et le font souvent pour aller au cinéma, pour aller au resto ou pour voyager. Je pense pas que ce soit des motivations collectives. Mais pourquoi je dis qu'il est peut-être de la responsabilité collective de ne pas se faire vacciner? Je ne parle pas des personnes fragiles, je parle des personnes qui sont en bonne santé. Pourquoi je dis ça? Parce que le propre d'un virus, c'est de varier, c'est de muter ou de recombiner pour échapper au système immunitaire. D'accord? Et évidemment, comme c'est pour échapper au système immunitaire, plus il y a d'entraves lors de la multiplication du virus, des embûches, des anticorps, plus il va essayer de les esquiver. Et plus on va générer de variants. Si vous avez une population non vaccinée, le virus va circuler et les gens vont le choper. Alors évidemment, si ça donne une maladie grave, il faut faire quelque chose. Mais si les gens sont pas fragiles, je termine juste mon propos, ils vont développer leur immunité naturelle. Par contre, le problème, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Si on a une vaccination digne de ce nom, c'est-à-dire un vaccin qui anéantit le virus, qui le bloque, pas de problème de faire une vaccination massive. Aucun problème. Mais lorsqu'on a un vaccin aussi imparfait que ceux qu'on nous propose, devrais-je dire ceux qu'on nous impose, qui sont les vaccins génétiques aujourd'hui, qui ne protègent ni de la contamination ni de la contagion, donc qui laissent circuler le virus, eh bien, on se met dans des... Protège des cas graves. Je parle des personnes en bonne santé. Mais qu'est-ce que vous en savez, Jean-Claude Dacier dit, qu'est-ce que vous en savez que vous n'êtes pas fragile? Non, d'accord, je considère que je suis fragile, peut-être je suis, mais écoutez, il y a 80% des gens qui sont porteurs du virus qui sont asymptomatiques. Donc si on avait affaire à un virus tueur, je peux vous dire que l'hécatombe serait autrement, d'accord? Donc non, ce n'est pas un virus tueur, c'est un virus qui porte l'estocade finale chez les gens fragiles. Donc je termine mon propos, si on fait une vaccination massive, avec un vaccin, qui laisse circuler le virus, on se place dans des conditions d'émergence et de sélection de virus variants. Et donc, ça, je veux dire, ça sort pas, c'est pas un fantasme vélo. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous ai invité ce matin, c'est pour avoir un autre... Bon, Philippe Guibert veut vous poser une question. Je termine juste là-dessus, ça sort de données scientifiques. Il y a des données scientifiques, une publication scientifique qui date déjà de 2015, qui a été faite sur le poulet. Le poulet est un superbe exemple de vaccination massive, parce que quand on vaccine les poulets, c'est des camps de concentration de poulets dans les élevages intensifs. Donc il y en a énormément. Eh bien, il y a une maladie du poulet qui s'appelle la maladie de Marek, qui provoque des lymphomes chez le poulet. Il y a eu une étude qui a montré qu'on a vacciné les poulets avec un vaccin qui laisse circuler le virus. C'est-à-dire qu'il ne le bloque pas, comme les vaccins qu'on a aujourd'hui, ou les prétendus vaccins. Eh bien, on a sélectionné des souches extrêmement pathogènes qu'on décide. J'ai compris. Donc, il faut être prudent. Oui. Mais Philippe Guibert. Parce que moi, il y a une chose que je comprends absolument pas dans ce que vous nous dites, c'est que les deux variants, le variant indien dit Delta, et aujourd'hui le variant Omicron, nous viennent de zones qui justement sont très faiblement vaccinées. Et donc, vous nous dites, à se vacciner en masse, on risque de créer des variants. Ce que je vois, c'est que les variants viennent de pays du Sud qui sont beaucoup moins vaccinés et qui finalement ont une contagiosité beaucoup plus importante. Que vous dites Omicron, c'est pas dangereux, vous êtes le seul à le dire pour l'instant. Non, je suis pas le seul à le dire. Pas seul. Alors là, au contraire, là, pour le coup, ça c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, ça c'est marrant ce que vous dites, parce que Didier Raoult a mis hier sur son compte Twitter. D'avoir des certitudes là-dessus me paraît prématuré. Didier Raoult a mis sur son compte Raoult une expertise faite par peut-être quelqu'un dont j'oublie le nom à l'instant, qui disait qu'au fond Omicron il est vraiment pas très dangereux et qu'on en fait tout un cirque. Didier Raoult, je suis désolé, mais je prendrai pas pour argent comptant, Pascal, parce que. Non, mais vous dites vous êtes le seul, il n'est pas le seul. D'abord, il n'est pas le seul. Mais en tout cas, il y a une interrogation. Je voudrais juste terminer ma question. A priori. Voilà. Je voudrais juste terminer ma question. Donc répondez, on a compris la question. Effectivement, ça vient de compléter par un point quand même. C'est que la stratégie de l'immunité naturelle que vous préconisez, parce que c'est ça que vous préconisez, elle produit des hospitalisations et des morts. Donc j'aimerais comprendre. Alors, la question de Monsieur Vélo. Elle produit des hospitalisations et des morts chez des personnes qui sont fragiles. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il est non seulement contre-productif, mais dangereux de vouloir vacciner massivement. Ça ne veut pas dire que c'est... Par exemple, vacciner les jeunes et vacciner les enfants est une stupidité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faudra jamais les vacciner. Mais il faut attendre soit que la pandémie soit terminée pour que le virus ne circule plus, et on fait vraiment à ce moment-là de la prévention, soit attendre qu'on ait un vaccin digne de ce nom qui bloque le virus. Monsieur Vélo, je suis d'accord avec vous, mais question. Moi, je partage un peu ce que vous dites. Mais moi, par exemple, je suis pour une obligation vaccinale de tous les plus de 65 ans. Je trouve scandaleux que ce soit les gosses
de 10 ans qui portent un masque à l'école pour protéger des gens qui refusent de se faire vacciner et qui vont peut-être terminer en réa. Ça, c'est ma position. Donc, je mets tous les gens au-dessus de 65 ans, vaccination obligatoire. En théorie, parce que c'est très difficile en fait à contrôler, tout ça, j'entends bien. Mais sur le plan éthique, voilà ma position. Est-ce que ça, vous seriez d'accord avec cela sur le plan, j'ai envie de dire, sanitaire, médical? Pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi. Les gens de 70 ans, alors je vais vous dire pourquoi. La vaccination doit être un acte choisi, pas un acte subi. Pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que parmi les gens de plus de 65 ans, et j'en connais un certain nombre autour de moi, pour qui la vaccination est totalement déconseillée. Des personnes qui ont des tendances thrombotiques, etc. Les deux côtés, donc, vous avez raison. Mais on ne peut pas généraliser. Donc l'obligation vaccinale... Sauf cas contraire, vous avez raison. Et pourquoi l'obligation, c'est contre-productif? Parce que à partir du moment où on oblige, c'est qu'on ne peut pas convaincre. Si on ne peut pas convaincre, c'est qu'on n'a pas d'argument. Et le fait est que... Je vous fais ce raisonnement pour 180 à l'heure sur l'autoroute. Le problème, c'est contre-productif. Je vous fais 180 à l'heure sur l'autoroute, je vous fais le même raisonnement. Non, c'est contre-productif. Je suis obligé de contraindre. C'est contre-productif. Pourquoi? Parce que le jour où on aura un vrai vaccin efficace, les personnes qu'on aura obligées seront des personnes, et qui auront quand même résisté, seront des personnes qui seront devenues réfractaires parce que le contrat de confiance sera rompu et refuseront même le vaccin sûr. Alors, une petite question à ma question. J'entends, et je crois à peu près avoir compris, vous avez été très très clair sur votre description de la situation. Mais j'imagine que vous n'êtes pas le seul à penser ce que vous pensez. Non. J'imagine que les chercheurs de chez Moderna, de chez BioNTech, de chez Pfizer connaissent le risque que vous décrivez. Pourquoi ont-ils alors passé outre et décidé de proposer ce vaccin recombinant, je ne sais plus comment on l'appelle, à la population? Est-ce qu'ils ont pris un risque dans la seule perspective d'amasser le pognon, ou est-ce qu'ils ont pris un risque mesuré en disant les chances que ça se produise sont tellement minces qu'il vaut mieux vacciner le maximum de gens, parce que c'est ça la voie à choisir, sauver la population? Alors, je ne sais pas quelle est... En disant que partout dans le monde, c'est le même phénomène. Je réponds à votre question. D'abord, je ne peux pas répondre à leur place. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ce qui est important, c'est que je peux comprendre scientifiquement que certains scientifiques disent « Non, ça en vaut la chandelle, il faut le faire ». Mais il faut que ce soit le résultat la décision finale, qui est une décision politique et qui n'est pas simple à prendre, je suis d'accord, elle doit s'appuyer effectivement sur des avis scientifiques, mais ça doit être des avis pluriels, des avis contradictoires. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple le conseil scientifique ou le conseil de guerre, je ne sais pas comment on l'appelle, auprès duquel le gouvernement vient chercher ces infos, ce sont des gens qui pensent tous de la même manière. Dès que quelqu'un apporte une critique, et Pascal Praud l'a très bien dit me concernant, dès que quelqu'un apporte une critique, on lui coupe la tête, on ne le laisse pas parler. Il faut que ce soit le résultat en science. La contradiction, ça fait respirer la démocratie. Marie-Estelle Dupont qui a pas parlé. Je termine juste. On en a besoin en science comme ailleurs. Il faut laisser les gens débattre. Et peut-être que j'ai tort. Peut-être que ça en vaut quand même la chandelle de faire ça. Mais il faut que ce soit. J'ai compris, mais ne redites pas 3 fois les mêmes choses, parce qu'autrement je voudrais poser plein de questions. Non, mais ce qui est très surprenant, effectivement, c'est que le Conseil de défense, non seulement semble le Conseil scientifique, et les conseils de défense, notamment, ne semblent jamais donner de comptes rendus qui sont lisibles par tout le monde. Pourquoi il n'y a pas de compte rendu? C'est quand même le contrat de confiance, il est aussi rompu parce que l'État ne porte pas sa responsabilité pénale. Quand même, en matière de vaccination. Donc, pour les gens qui se méfient un peu, on se dit où est le loup? On n'a pas de compte rendu. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je suis d'accord avec ce que dit. Je suis absolument d'accord. Non, mais attendez, et on va d'incohérence. Si on veut aller au bal, est-ce que je peux répondre? À un moment donné, soit l'État endosse sa responsabilité, parce que cette obligation vaccinale déguisée, elle est quand même insupportable. C'est-à-dire qu'on est en train de se demander comment éliminer les antivax comme si c'était de la population ne l'est pas. On est en train de vouloir pourrir la vie des antivax comme si c'était des punaises de lit. Voilà. Alors que ce sont souvent des gens qui respectent plus les gestes barrières que les vaccinés. Ça, je sais pas ce qui vous permet de dire ça. Je sais pas ce qui vous permet de dire ça. Alors là, oui, vous avancez pas de vous sortez ça. Bon, 2 ou 3 petites questions. Est-ce que je peux Oui, mais le fait est qu'il y a... On mélange le conseil de défense et le conseil scientifique. Alors, non, c'est un conseil scientifique. J'ai compris. Conseil scientifique, les avis sont publics. Donc on peut pas dire que ça soit pas transparent. Après les décisions du conseil de défense, attendez, je termine. C'est pas transparent. Je suis scientifique, j'ai même pas accès aux données de séquençage du Omicron. Pourquoi? Il faut montrer patte blanche, on n'y a pas accès. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les avis du des choses. Et dès